Yo yo yo, c'est Ibélion et aujourd'hui un épisode un peu particulier dans lequel j'ai la chance et l'honneur d'accueillir Lynn Fox, qui est une autrice qui m'inspire énormément de par les messages qu'elle véhicule, sa productivité, son organisation, bref, tous ces sujets qu'on aborde dans l'épisode d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très bientôt. Et toi, parce que tu dis que je suis impressionnant machin, mais en vrai, toi c'est d'autant plus impressionnant parce que vraiment, je te jure que tu m'impressionnes parce que là, typiquement le projet Arcy, Oui. j'ai l'impression que tu l'as lancé il y a genre, je sais pas, 2 mois même pas. Et là en fait c'est quasiment fini quoi. Non, en fait j'ai eu l'idée il y a 6 mois et j'étais en week-end dans ma famille et je sais pas pourquoi ils étaient partis faire un truc que je pouvais pas faire. Je me suis dit qu'est-ce que je vais faire pendant qu'ils sont pas là. Et donc je me suis dit je vais écrire le livre pour les enfants parce qu'il y avait mon neveu et ma nièce et moi mon neveu et ma nièce je suis complètement gaga d'eux quoi. Et du coup je me suis dit je vais leur écrire un livre pour quand ils seront plus grands. Et pendant les 2 jours où ma famille était pas là, j'ai écrit en fait. J'ai écrit d'une traite en mode j'ai fait que ça quoi. Et en même temps ça me trottait dans la tête depuis longtemps parce que j'avais vraiment envie de faire un truc. J'avais promis à mon ancien entraîneur d'athlétisme qui maintenant gère l'association animale dont je parle régulièrement dans ma campagne, d'essayer de l'aider à mon niveau. Mmh. Et là ça tombe bien, je me dis je vais écrire une histoire du coup et je vais l'associer au refuge pour pouvoir du coup générer un peu de bénéfices pour l'asso. Et ça s'est passé sur un week-end, sur un coup de tête. Je n'avais pas prévu le coup. Et une fois que le livre était écrit, je me suis dit voilà, j'ai une histoire, je vais la publier maintenant. Du coup, j'ai corrigé tous mes trucs par rapport à la campagne Ulule pour me dire cette fois-ci, je peux en lancer une sans me faire éclater par les impôts derrière. Commence à bosser sur la campagne Ulule en début d'année, mais c'est énormément de travail. Par contre, la campagne Ulule, presque plus que d'écrire le livre, quoi. Et c'est quoi qui prend du temps pour faire la campagne Ulule? Alors déjà, un truc que moi je faisais super mal avant, c'est faire un business, en fait une offre où tu peux générer un petit peu de bénéfices sur tes packs. Sur mes précédentes campagnes Ulule, je générais à peu près 0 € sur mes packs. Donc non seulement en plus de pas faire de bénéfices, c'était presque coûteux. Donc faire un mix produit en fait avec des goodies qui intéressent les gens mais qui non plus te coûtent pas trop cher mais qui soient quand même qualitatifs. En fait, t'as tout ça à faire. Ça prend beaucoup de temps et après les visuels, moi je suis pas graphiste donc j'ai refait ma bannière, je pense que je l'ai refait à peu près 15 fois quoi, si c'est pas 20 fois. Et à chaque fois j'ai essayé de m'améliorer pour faire un graphisme un petit peu vendeur quoi. Et ça prend beaucoup de temps. Moi, j'ai passé presque une 60aine d'heures dessus quoi. Ouais. Ça d'ailleurs t'hésites pas à l'occasion je commence à me débrouiller à peu près sur Photoshop si t'as besoin, t'hésites pas. Ça marche, c'est gentil. Avec plaisir. Et après, j'imagine que t'as un peu d'écriture de la page, quoi, enfin de présenter le projet aussi. Oui. En fait, c'est dur aussi de se dire comment je vais le présenter. Parce que moi, c'est vrai que le marketing, c'est vraiment pas mon fort. Le marketing commercial, moi, je suis genre l'écrivaine dans sa grotte, quoi, et qui se dit le truc, il va se vendre tout seul. Mais non, pas du tout. Et c'est dur de se dire comment on va présenter le projet. C'est pareil, c'est un truc qu'on va tourner 40 fois l'idée dans la tête en disant qu'est-ce que je mets en avant? Est-ce que c'est l'histoire? Est-ce que c'est ce que ça véhicule? Est-ce que voilà, et qui est ma cible? Ça c'est super important parce que souvent on écrit un livre puis on oublie à qui on s'adresse. C'était ma grosse erreur avec Animae d'ailleurs. Et du coup voilà, j'ai structuré mes idées pour présenter le projet et rédiger effectivement ce que tu dis, tout ce qui est présentation quoi. Très cool. En tout cas, moi j'ai bien hâte de voir le résultat. Ah, merci. Et le lancement de la campagne, c'est le 20 mars. C'est le 20 mars. Ok. Ouais, le jour du printemps. On partagera. Ouais, c'est bien. C'est une histoire qui, elle est longue ou pas? Non, c'est une 100aine de pages. C'est pour les enfants à partir de 6-7 ans. Ah oui. Et ouais, c'est pour ça a été rapide à écrire. Surtout que c'est une trame narrative, du coup, quand t'écris pour les enfants, c'est beaucoup plus simple. T'as genre une trame narrative, ça va tout droit, et t'as besoin de moins d'expliquer les choses, quoi. Pour les adultes, t'as besoin d'expliquer pour la cohérence pourquoi Bidule il fait telle chose et pourquoi il le fait pas dans telle situation, etc. Là, c'est un chien qui change de couleur et qui se retrouve abandonné, donc ça va tout droit, quoi. Ah, j'aime bien le pitch, un chien qui change de couleur, j'aime bien.
Et c'est le combientième de livre que t'écris? Ça sera mon 9e que je publie. Putain. 9e. En combien de temps? Punaise, je crois que ça fait 2 ans et demi maintenant que je me suis lancée dans l'autopublication. 2 ou 3 ans. Je sais plus. Ça passe trop vite. Ouais, je crois que ça va faire 3 ans cette année, ouais. Attends, et t'avais commencé à écrire avant quand même? Ou genre vraiment c'est 3 ans, 9 bouquins? Non, Animae, j'avais commencé à écrire avant. J'avais une petite base pour Animae. Ok, putain, parce que... Ok. Parce qu'en vrai, c'est quand même vraiment très impressionnant. Je pense que t'es sur une moyenne assez haute quand même pour un auteur. 9 livres, putain. Bah, j'écris assez rapidement, en fait. L'écriture, je suis rapide. La réécriture, comme je déteste ça, généralement, je freine un peu des cas de fer, mais c'est vraiment là où je dois travailler parce que c'est ce qui donne vraiment le rendu qualitatif au livre, quoi. Donc, c'est ce que j'ai retenu de ces 3 années. C'est quoi que t'aimes pas dans la réécriture? Et ben, en fait, moi, quand j'écris un livre, c'est comme si j'avais une histoire dans la tête, un film, en fait. Moi, je vois comme si j'avais un film. Et quand j'écris, c'est pour ça que je suis rapide, c'est que j'ai juste à retranscrire à l'écrit ce que je vois dans ma tête. Et ce que j'aime pas dans l'écriture, c'est que j'ai l'impression de repasser le film. Et moi, je regarde jamais un film 2 fois. Sauf Princesse Mononoke. Mais voilà. Ah, j'aime bien l'image. J'aime bien l'image. J'avais jamais vu ça comme ça. Et alors, parce que c'est ça qui me... Tu vois, moi, je réfléchis parce que, justement, j'ai tendance à conseiller aux gens de... Enfin, je leur dis que la réécriture, elle est toujours plus agréable quand t'as une intention claire au démarrage, que tu t'enfermes pas dans une boucle de correction infinie quand tu fais ton premier jet. Tu vois, en mode, tu reviens pas en permanence sur ce que t'as écrit, t'attends vraiment de mettre un point final au premier jet. Et généralement, quand t'es un peu plus, t'as un peu plus de discipline sur ça, la réécriture est un peu plus facile parce que t'as vraiment l'impression de redécouvrir l'histoire et de lui apporter une cohérence différente, etc. Et toi, du coup, quand tu commences à écrire, en fait, t'as tout dans la tête ou t'as besoin de mettre sur papier, je sais pas, un plan, les arcs narratifs? Ouais, en fait, j'ai mon plan. En fait, moi, la dernière fois, je discutais, je sais plus avec qui d'ailleurs. J'ai des trous de mémoire en ce moment. Donc, je discutais, c'est comme si j'étais sur un bateau, que j'avais mes phares, en fait, et jusqu'à ma destination finale. Donc, j'ai ma ligne directrice, donc mon plan directeur, et que des fois, entre les phares, en fonction de mon imagination, de mes personnages, au lieu d'aller tout droit, je fais une petite boucle. Mais je vais toujours aller de phare en phare, j'ai mes étapes principales. Celles-là, je les ai dans la tête et après, des fois, je laisse un petit peu les choses aller toutes seules. Mais c'est comme si j'avais mon film et que le tournais, quoi. Il va tout droit. Ouais, je te rejoins complètement sur le fonctionnement. Je fonctionne pareil. J'ai la destination, tu vois, j'ai le point Z. Et par contre, après, je me laisse un peu guider aussi. C'est les moments que je préfère en écriture, c'est quand tu commences à écrire une scène et elle se passe pas du tout comme t'avais prévu, et que tu te laisses emporter par tes personnages, tu vois. Ouais, ça c'est trop bien ça. Et d'ailleurs, toi, t'en es où là dans tes projets? Franchement, en ce moment, ça avance bien, je suis content. Le tome 2, tu vois, j'ai fini le premier jet il y a peut-être 1 semaine et demie, et là, ça m'a fait plaisir de le poser et de pas y penser, de pas retravailler dessus. Et donc, je pense que peut-être dans 10 jours, tu vois, je vais laisser encore couler 1 semaine et là je reprendrai la réécriture. Et là, tu vois, pour le coup, j'ai assez hâte parce que je me suis forcé, tu vois, justement à pas repartir. Tu vois, il y a déjà des trucs, je me suis dit ok, ça je vais devoir le corriger, mais je me suis forcé à pas le faire. Et là, j'ai hâte parce que je sais que je vais rendre le tout vraiment vraiment plus cohérent, tu vois. Et quelque part, le fait de foncer sur le premier jet sans te poser la question, ça fonctionne bien. Et en parallèle de ça, du coup, moi je suis un peu, tu sais, j'écris tous les jours en vrai. Je me force, j'adore ça, mais il y a une partie de moi qui est là en mode, vas-y, tu peux pas niquer ta win streak là. Si tu écris pas aujourd'hui, c'est dommage. On sent le gamer. Ouais, de fou. Mais ça a trop bien marché. Moi, ça a trop bien marché sur moi. C'est un truc de fou. Et du coup, en ce moment, j'écris. En fait, il y a un truc qui me tenait à cœur pour véhiculer ce que je voulais véhiculer avec l'accompagnement de coaching, pour permettre aux gens d'écrire leurs livres. C'était de présenter des parcours inspirants. Et donc, ma volonté, c'était d'écrire une sorte de magazine avec un personnage par magazine
et chaque personnage en fait aurait une histoire de vie qui le confronte très fort à une certaine croyance limitante. Tu vois, par exemple, ce matin, j'écrivais l'histoire d'un ingénieur qui pense qu'il est pas légitime parce qu'il a pas fait d'études de lettres, tu vois. Ouais, je mets un peu de moi dans chacune des histoires. Et en fait, je voulais écrire des histoires comme ça et les gens en fait battent cette croyance-là et finissent par écrire leur livre et et leur vie change, quoi. Et donc mon objectif c'est d'en faire un petit magazine. Et en vrai, c'est assez cool. Je t'enverrai les visuels si tu veux. Ah ouais, c'est trop bien. Et du coup, tu les matérialises comment, les croyances? Genre, c'est des boss qui doivent combattre, un truc comme ça? Eh ben écoute, j'aurais pu, effectivement. Et tu vois, en vrai, quand tu le dis, je trouve que c'est une très bonne idée. Et ça parle au gamer qui est en moi. Mais en l'occurrence, là, je l'ai pas fait comme ça. Il y a très très longtemps, on fait un podcast autour de toi, c'est moi qui raconte ma vie. Il y a très très longtemps, j'avais eu une idée en fait de collection vraiment très artistique où je voulais faire une espèce de défilé de mode de mère nature. En mode, chaque personnage aurait une tenue associée à un animal, tu vois. Je sais pas, la personne associée au tigre, elle aurait une veste avec des motifs de tigre, etc. Enfin, t'imagines, quoi. Et j'ai eu cette idée il y a très longtemps, mais j'arrivais pas à l'exploiter comme je voulais parce que j'arrivais pas à obtenir les résultats des matériaux indépendants avec les IA. J'arrivais pas à les mettre en œuvre sur Photoshop. J'arrivais pas à en faire un collage qui fonctionnait. Tu vois, j'étais pas content du résultat. Et donc j'ai laissé ça traîner un petit peu. Et cette année, en fait, il y a toutes les planètes se sont alignées. J'avais cette idée d'accompagnement d'écriture. Et dans ma tête, pour moi, Mère Nature, c'est la première créatrice, tu vois. Enfin, genre, quand tu regardes tout ce qu'elle a pu créer, il y a des trucs exceptionnels, tu vois. T'as des animaux exceptionnels partout. C'est trop inspirant. Je trouve que niveau créativité, c'est vraiment c'est la première source d'inspiration pour moi. Et du coup, je me suis dit, putain, mais en fait, cette collection, ces personnages que j'avais en tête, ça peut devenir les personnages de qui je vais raconter l'histoire. Et donc c'est comme ça qu'ils sont devenus le centre de ces histoires-là. Et d'ailleurs, tu vois, j'en ai fait je sais pas si tu verras bien, mais j'en ai fait des collages comme ça, tu vois. Ah oui. Et je te les enverrai en vrai. C'est ouais, pas forcément bien. à l'image. J'adore. Ouais, et du coup, ouais, il y a mon. Pardon. Kiki, il est trop beau. Dis bonjour Voltaire. Ah, il s'appelle Voltaire en plus, c'est trop chou. Ouais. Oh, il est trop mignon, bébé. Oh, j'adore envie de faire des bisous. Pardon. Ouais, en vrai, il est trop mignon. Tu sais qu'il il est propre depuis. Là, ça fait quelques jours qu'il fait plus aucun accident. Eh ben, félicitations, donc, Voltaire. Voilà. À ses 6 mois, il commence à être vraiment le meilleur toutou du monde. Ah oui, il est encore bébé, là. Oh, il est trop beau. Il est encore bébé, tu vois, il est tout petit. Oh, la petite voilà mon toutou. Et du coup, dans les 9 bouquins, Animae, il y en a 5. Je dis une bêtise? Ouais, c'est ça. Ouais. Et les autres, c'est lesquels? Alors, j'en ai un, ça s'appelle La jeune fille aux cheveux rouges et l'homme cravate. Oh, stylé, j'aime bien le nom. Ouais, c'est un genre de conte un peu philosophique, développement perso, naturaliste, bref, mon père il a dit que j'ai inventé un nouveau style. Après, c'est La princesse du silence, pareil, c'est un peu du fantastic feel good. En fait, j'appelle ça du fantastic feel good. C'est vraiment des histoires un peu douces, mais à chaque fois avec, j'aime bien passer véhiculer des messages un peu positifs, un peu doux, bienveillants, parce que je trouve que ça manque un petit peu et c'est ce que j'ai envie de laisser après mon passage sur Terre, 1, 2, 3. Après, j'ai fait quoi d'autre? Va sauve Noël. Alors lui, c'est un film de Noël, mais en version livre. En fait, pour la petite histoire. Ah, trop cool. C'est en juillet dernier, ou avant, je sais plus, il y a 1 ou 2 ans. Ma petite sœur, elle m'appelle. On était en plein été, hein, genre il faisait 35 degrés. Elle me dit, on adore les films de Noël avec ma sœur. Elle m'appelle, elle me fait, oh Justine, j'ai trop envie de regarder un film de Noël. Je lui dis, bouge pas, je t'en écris un. Et donc en plein milieu du mois de juillet, j'ai commencé à écrire un Va sauve Noël. Ouais, je l'ai publié après en octobre. Et c'est pour l'autre anecdote, l'héroïne principale porte le prénom d'une de ses copines. C'était juste pour lui rendre hommage comme ça, pour la petite blague. Voilà. Ah, c'est trop cool.
C'est trop cool. Tu sais que ce qui me touche dans ce que tu dis là depuis le début, c'est que l'histoire d'Arcy et celle-là, du coup, c'est des histoires qui te sont inspirées parce que t'es en contact avec ta famille, tu vois. Et je trouve ça très beau comme manière de transmettre. C'est touchant. Ah, je me rendais pas compte, merci. Et Animae, ça va aller jusqu'où? Il y aura combien de tomes? 7. Les deux derniers sont déjà écrits. Le 6, il est en cours de correction, et j'ai fait le final et tout ça. Ouais. Putain, qu'est-ce que t'as ressenti quand t'as mis, tu sais, le dernier mot du 7e tome? Oh, là, j'en ai des frissons rien d'y penser, j'ai pleuré. Et en fait, après, je sais que je devais aller chercher un colis. Je crois que j'ai marché pendant une demi-heure, et une demi-heure, je pleurais. Je pleurais, mais de joie, et en même temps, je me sentais libérée. Parce que ce livre, en fait, cette histoire, je l'ai dans les tripes depuis que j'ai 6-7 ans, en fait. J'ai commencé à écrire Animae dès que j'ai su tenir un stylo, quoi. Et je me suis sentie, mais libérée. En même temps, joie intense, pleurer, enfin, indescriptible, quoi. Voilà. Oh là là. Ouais. C'est beau. T'es la deuxième personne avec qui je fais un podcast à deux, et t'es la deuxième personne qui me parle d'un livre qu'elle a écrit, qui vient de l'enfance, tu vois, de pareil, 6-7 ans, une idée et qui te suit, et à la fin t'arrives à la mettre sur papier. Franchement, c'est super beau, comme quoi ce qu'on a quand on est enfant, ça nous quitte jamais vraiment. Ouais. Mais je pense que quand on est enfant, on sait tout ce qu'on doit être et tout ce qu'on veut faire, c'est juste qu'on oublie, quoi. Et toi, du coup, je me posais la question, tes livres, t'as commencé à écrire dessus en étant adulte, ou il y a des choses qui te viennent de ton enfance? Eh ben, c'est une très bonne question. En fait, comme toi, moi, j'ai mon monde de fantasy à moi aussi, tu vois. C'est sur ça que j'ai principalement écrit, mais j'ai jamais publié sur celui-là. Et en fait, ce qui m'a permis, moi, de vraiment me débloquer, c'est quand, en fait, l'étreinte éthérée, donc dans le monde de Carnoa, c'est parce que le hasard de la vie a fait que un jour je rencontre un gars qui s'appelle Aubin, que je dédicace il écoute. Et en fait, il avait un lore, et en fait, il découvre que j'écris. Et il me dit, putain, est-ce que tu voudrais pas écrire l'histoire de mon lore, tu vois? Et moi, au début, je suis assez frileux, je lui dis, en vrai, pourquoi pas, mais mon rapport à l'écriture est tellement intime que j'ai du mal à jouer le prêt de plume, avec la définition stricto sensus, tu vois. Quelqu'un qui te dit, ok, je veux raconter ça, il se passe ça et ça. Et du coup, je lui dis, bon voilà, et en fait, il me dit, non mais en fait, c'est simple, hein, le pitch, franchement, je veux juste un monde, une académie de magie et 2 peuples qui se détestent, tu vois. Donc je fais, ok, ça me parle plus. Niveau créativité, je sens que je vais être libre. Et donc je dis oui. Et en fait, quand je dis ce oui, il a tout changé dans ma vie parce qu'il m'a, le fait que ça soit quelqu'un qui me l'ait demandé, j'étais redevable, et j'avais une deadline, tu vois. Il m'avait dit mi-2023, bon ok, j'aimerais bien que ça sorte en 2024. Et donc en fait, ça a totalement chamboulé mon rapport à l'écriture, parce que je pense que j'étais au départ un peu plus détaché de l'histoire. Tu vois, c'était beaucoup moins personnel quand même au début. Et donc finalement, ça a vraiment libéré ma plume. Tu vois, c'était beaucoup plus facile de me mettre à l'écriture. Au fur et à mesure, c'est devenu une histoire très très personnelle et où j'ai mis beaucoup de moi. Mais au début, non. Et ça m'a permis vraiment de lancer la machine et d'arriver au bout, quoi. Et donc, c'est marrant parce que je pense qu'il s'en rend pas compte, mais il a vraiment tout déclenché, tu vois, chez moi. Et maintenant, je suis très attaché à cette histoire. Il y aura 3 tomes, mais après, ça sera fini. Et après, laisse tomber l'univers de fantasy que j'ai depuis tout petit en tête. Là, je vais pouvoir m'y attaquer. Et je suis tu vois, quelque part, je suis hyper heureux que j'ai éprouvé un petit peu déjà le fonctionnement, de savoir comment moi je fonctionne, comment il faut écrire un livre. Enfin, il faut, dans le sens comment moi, il faut que je l'écrive. J'ai très hâte de commencer le reste, tu vois. Et en même temps, maintenant, je me rends compte que, tu vois, j'arrive pas, moi, à fonctionner avec plein de projets d'écriture. Tu vois, j'ai besoin d'avoir tout, un par un. Et donc, j'essaie de le prendre un peu de recul en me disant, t'inquiète, ça viendra. Tu écriras ce monde de fantasy. C'est ce que tu vas faire après l'étreinte éthérée? En vrai, d'abord, j'ai envie d'écrire une romance. J'ai un truc très précis en tête, donc je ferai ça d'abord. Okay. Ça me branche bien. Et après, je ferai ça. En vrai, de toute façon, je pense que c'est pareil pour toi, mais des idées, je pense que dans ton coffre à idées, il y en a un paquet, non? Oui, il y en a trop.
Et toi, t'arrives, comment tu fais pour... Parce que c'est ça qui, moi, m'avait impressionné chez toi, et en même temps, j'ai l'impression que t'écris tellement vite que peut-être que c'est pas le cas, mais comment tu fais pour arriver à écrire plusieurs projets à la fois? En fait, quand il y en a un, je suis bloquée ou qui me saoule un petit peu, je passe sur l'autre et je switch. J'en ai toujours au moins deux. Et j'essaye aussi de faire en sorte où j'en ai un en phase d'écriture et l'autre en phase de réécriture. Et là, c'est une période difficile pour moi parce que j'ai deux projets en phase de réécriture. Donc je grince un peu des dents là. Ok. Ah ouais, t'as envie de commencer un autre en fait. Là, j'ai envie de créer, moi. Je veux créer, je veux pas... Voilà. Mais je sais qu'il faut que je passe par là. Mais en fait, du coup, tu fais les choses dans l'ordre quand même. C'est-à-dire que tu le passes en réécriture et après tu vas en écrire un autre. Quelque part, parce que c'est un peu ça aussi que parfois, il y a ce côté, ok, j'ai une idée, je commence à l'écrire, et puis en fait, à un moment, la motivation s'essouffle un peu, et c'est la discipline qui doit prendre le dessus. Sauf que là, tu penses à une autre idée, et du coup, celle-là, elle est beaucoup plus excitante. Et donc finalement, tu vas sur la nouvelle et tu te retrouves avec 50 débuts d'histoire, mais aucun livre écrit, quoi. Mais ouais, c'est visiblement, c'est... faut terminer avant de se lancer, sinon, ouais. Toi, t'es quel team? Plutôt écrire le matin, écrire le soir ou écrire tout le temps? Alors, ça dépend. Normalement, j'aime bien écrire le matin, mais là, en ce moment, j'arrive plus trop à me lever. Donc, j'écris plutôt le soir. Aïe. Je sais pas comment, le soir, moi, j'ai le cerveau grillé. On était mercredi, je sais pas si tu vois, j'écris un roman sur Instagram. Elle fait des live écriture le mercredi. Elle m'avait invité et mon cerveau, franchement, mon cerveau il était grillé. Moi, j'arrivais à rien écrire. Et toi, du coup, t'écris plutôt le matin, alors? Ouais, matin. Moi, je me lève tous les jours à 6h30. À 7h, je suis devant mon ordi et j'écris jusqu'à 9h, quoi, à peu près. Ouais, c'est ça qui est trop bien. En moyenne. C'est quel auteur qui avait une routine? Moi, c'est ma vie de rêve, ça. Je crois que c'est Murakami. Le gars, il se lève... Tu connais ou pas sa routine? Ouais, je connais de nom. Non, je connais pas la routine, par contre. J'avais cru entendre, alors à vérifier, hein, parce que moi, je retiens ce qui m'intéresse et j'oublie souvent les sources. Et en fait, j'avais lu que Murakami, il se levait c'est un auteur japonais, il se levait à 4-5 heures du matin, il écrivait pendant 3-4 heures, et qu'après, il allait faire une randonnée ou une marche de 10 km, et après, il faisait une sieste. Mais genre, le gars, tous les matins, à 4-5 heures, il se lève et il écrit. Et c'est qui fait ça aussi? Je crois que c'est Amélie Nothomb aussi. Je crois qu'elle écrit le matin aussi. Je pense qu'il doit y avoir un truc avec le matin. Je sais pas si c'est vrai, mais Amélie Nothomb, c'est pas elle qui... Genre, elle se fait 1 litre de thé chaud cul sec. Peut-être à fact-checker ça. Je sais plus, quelqu'un a dû me dire ça. Ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas, Colin. Des vidéos d'elle. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans écrire le matin, c'est qu'en fait, tu vois, comme toi, en fait, je fais pas du tout que ça. Et quand j'ai pas écrit le matin, je passe toute la journée à me dire, putain, il faut que j'écrive. Il faut que je trouve un moment pour écrire. Et en fait, le faire le matin, tu vois, à 9h, genre, je ne pense plus du tout à l'écriture, tu vois. Je pense plus à mon histoire. C'est vraiment, là, la journée commence. Et ça a vraiment tout changé, quoi, dans mon rapport à l'écriture. Et voilà. C'est pour ça que moi, j'aime bien le matin. Mais après, chacun son truc, quoi, mais. Ouais, je comprends. Moi aussi, j'aimais bien le matin avant. Mais en fait, il paraît que lors de ta routine matinale, faut caler le truc le plus dur dès le matin, tu vois. Et comme j'arrive plus à me lever, moi, souvent, maintenant, je cale mon sport le matin. Donc, je me dis, faut que je trouve un moyen d'écrire en faisant mon sport, tu vois. Et donc, mon corps a inventé le moyen de transmettre tes ondes du cerveau directement à l'écrit, mais ce serait peut-être pas mal, tu vois. Il y a une idée de business, là. Tu l'as déjà essayé, peut-être en vocal, tu sais? Je sais pas, enregistré. Après, c'est quand même pas pareil. Non, je sais même pas faire un texto en vocal, alors faire ça, non, je pense que je vais pas retrouver mes enregistrements. Trop compliqué pour moi, là. J'ai vu que depuis le début de l'année, t'avais commencé à partager pas mal de livres de dev perso que t'avais lus.
Et c'est la première fois que t'en lis ou t'en avais déjà lu avant? Ah non, ça fait plus j'ai quel âge, 35, ça fait plus de 10 ans que je m'intéresse au développement perso. Ah, ok. Ouais, c'est un truc, en fait, depuis toute petite, je suis fascinée par la pensée humaine et les interactions humaines. Et j'ai commencé vraiment à me mettre dedans il y a 10 ans. J'avais fait une grosse pause dans la lecture. Je suis remise là, il y a 7-8 mois, en recommençant par des livres de développement perso. Voilà. Et c'est lequel qui t'a mis la plus grande claque? Alors, c'est pas vraiment un livre de développement perso à proprement parler. Alors, il y en a deux. Mon premier livre de développement perso qui m'a mis une claque, ça s'appelait J'arrête de râler. Je l'ai pas lu celui-là. Je vais juste aller voir. Il a transformé ma vie. J'arrête de râler. Mais en fait, grosso modo, ça t'explique. Ah ouais. Arrête de te plaindre. C'est un peu du stoïcisme, quoi. C'est accepte les choses. Et c'est vrai que ça transforme ta vie quand tu dis bon je vais arrêter de râler et tu transformes cette énergie en truc positif. C'est super puissant. Et c'était mon premier bouquin de développement perso que j'ai lu. Je me suis dit bon, c'est vrai qu'il faut que j'arrête de râler quand même. L'autre, c'est Paulo Coelho, l'alchimiste. C'est pas vraiment du développement perso, c'est plus un peu spiritualité, etc. Mais lui, il m'a mis une énorme claque comme si je découvrais. Ah ouais, ok, c'était pas la vraie vie jusqu'à maintenant, quoi. La vraie vie, c'est autre chose. Donc, ouais. Et c'est toi, fou du coup comme les. Bah moi, en fait, c'est un peu comme toi. Je pense que c'est les premiers que tu lis qui sont le plus marquants parce qu'après tous tournent forcément un peu autour des mêmes sujets. Et donc la première fois où t'as cette espèce de prise de conscience, tu vois, de dire ah ouais non mais c'est vrai que si je fais pas que me plaindre et que si les choses qui sont pas sous mon contrôle, j'accepte que elles doivent pas influencer mon humeur machin. Et du coup moi je pense que celui qui m'a le plus marqué c'est The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ah oui. Qui ouais lui vraiment lui m'a marqué et c'est un peu dans la même vibe, tu vois, c'est une vibe très stoïciste. Alors l'auteur est très au goût du jour, donc t'as un côté très marketing, très actuel. Il a un ton volontairement un peu plus jeune entre guillemets, j'ai pas d'autres termes qui me viennent, mais voilà. Et donc il est super. Je sais pas si tu l'as lu, mais celui-là il est top. Non, je l'ai pas lu, mais je sais que je dois le lire avec celui, comment il s'appelle, en ce moment qui fait un tabac, c'est Le courage de ne pas être aimé. Et un peu là, je suis un peu incroyable. Je suis un peu dans dans ma période d'apprendre à lâcher prise totalement, et je sais que ces deux-là, je dois les lire. Ouais, alors du coup, je pseudo-change ma réponse. Avoir le courage de ne pas être aimé, il est encore plus puissant, je trouve. Ah ok, bon bah voilà. Ouais, en fait, il est un peu différent dans la structure parce que c'est un livre japonais. Du coup, je pense qu'ils ont une manière peut-être d'écrire qui est un peu différente. Mais là, tu vois, le livre est un dialogue entre un philosophe et quelqu'un, du coup, quelqu'un. Et franchement, c'est trop puissant. Et celui-là, je me rappelle, alors là, c'est pas bien, mais maintenant j'ai démissionné, je peux le dire. Lui, je l'ai lu au travail parce que on me l'avait envoyé en PDF. Et je me rappelle que que j'avais genre lu une première page en me disant vas-y je fais une petite pause et tout, et que j'avais été happé de fou par le livre et j'avais lu, je sais pas, j'avais dû lire ça toute l'après-midi. Putain ouais, tu vois, je l'avais oublié. Et lui vraiment grosse claque. Ouais. Mais tu l'as mis en application directe, quoi. Ouais, parce que en fait il est ouais de fou. De fou, j'ai eu le courage de pas être aimé au travail, tu vois, c'est bon. C'est pas mal, ça. Ouais. Non, en vrai, lui, il est très très puissant. Et je te spoile pas, du coup. Je te spoile pas. Ça marche. Je savais pas qu'on pouvait spoiler un livre de développement perso. Ça En fait, tu vois, je pense que si je te raconte le message, peut-être qu'il sera moins puissant, tu vois. Ou alors, en fait, je me dis aussi, il a un côté un peu philosophique et spirituel, et t'en feras peut-être une interprétation différente qui sera encore plus puissante pour toi. Et je pense que c'est pour ça que c'est bien de les découvrir tout seul. D'accord, ça marche. Bon, de toute façon, il est dans ma liste, voilà. Alors. Et ouais, il y a un truc, tout à l'heure que je voulais te demander. T'as parlé récemment, t'as partagé sur Insta, un peu ta vision, ton rêve, ce que tu voulais accomplir. Comment t'as réussi à trouver la clé? C'est compliqué, ça, comme question. Attends, faut que je réfléchisse. En fait, je suis dans une période transitoire de ma vie. On va dire que
il y a un peu tous mes repères qui sont effondrés ces derniers mois. Et au travail, ça va vraiment pas. Et je pense que c'est dans ces moments où t'es dans le dur, un petit peu au fond du trou, où t'as le plus de lucidité parce que finalement, t'essaies de te dire c'est quoi l'essentiel. Et c'est en travaillant sur ça, en disant ok, j'ai plus de repères, je me sens pas bien dans mon travail. C'est quoi l'essentiel? Si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que serait ma vie de rêve? Et en fait, j'ai simplement répondu à cette question sur quelle est ma vie de rêve. Le soir, je fais de la visualisation avec des techniques de méditation, et souvent cette question elle revient, elle te dit voilà, qu'est-ce que t'as au plus profond de toi-même, etc. Et à force de faire, c'était toujours la même vision qui revenait. C'était moi en train d'écrire dans ma espèce de maison en bois dans la forêt avec potentiellement un compagnon, des enfants, etc. Et je vivais complètement de l'écriture, mais ça me permettait aussi de protéger les animaux et la nature en reversant les bénéfices. Et à chaque fois, c'est tout le temps cette vision qui revient. Donc je me dis si ça revient tout le temps, c'est que ça doit être ça quand même. donc voilà. C'est magnifique, c'est magnifique. Et ça me touche beaucoup parce que j'adore cette image de maison perdue dans la forêt dans laquelle tu peux avoir ton univers créatif à toi. Et moi, je l'imaginais un peu, tu vois, j'avais en tête. En même temps, j'aime bien voyager et voir des gens, etc. Je sens qu'à un moment, la solitude vraiment me pèse parfois. Et donc, j'imaginais bien, tu vois, un espèce de point d'invariance à la campagne dans lequel tu peux te retirer quelques mois, plusieurs mois dans l'année et aller dire, allez, fuck tout le monde. Moi, là, laissez-moi tranquille. Moi, je vais écrire, je vais créer, machin. Et ouais, ça me parle, putain, cette vision. Ouais, c'est très très cool. En tout cas, c'est cool que t'aies fait cet exercice de demander ce pourquoi t'étais faite, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font pas. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont le rêve d'écrire un livre qui le font jamais aussi à cause de ça, parce qu'ils se posent jamais la question. Donc bravo d'avoir fait cet exercice. Merci. Mais grâce à toi, ils vont l'écrire les livres. J'espère. Tu sais que c'est d'ailleurs, en parlant de visualisation, moi un truc que je visualise très clairement et que j'ai envie d'avoir, tu vois, c'est dans cette maison perdue dans la campagne là. J'ai envie d'avoir une bibliothèque où dedans il y a que les livres des gens que j'ai accompagnés, tu vois. Et ça c'est vraiment un truc, je me dis putain mais ça serait incroyable. Et tu vois, je l'imagine et j'ai presque envie de le faire, c'est-à-dire d'acheter une bibliothèque et de rien mettre dedans à part les livres des gens que j'ai accompagnés. Et je pense que peut-être il faudrait que je le fasse pour acter, tu vois, l'acte, la visualisation finalement. Même ça, c'est trop puissant. Ouais. Moi, ce que j'ai pensé, j'ai discuté là ce week-end, j'ai hébergé quelqu'un qui a tout lâché. Le gars, il a tout lâché. Il travaille dans le web. Là, grosso modo, il vit avec sa tante dans la nature, il fait des trucs par-ci par-là. Et comme il y avait l'orage ce week-end, il s'en a pas là. Je fais viens à la maison, j'ai une chambre qui sert à rien. Et j'étais en train de raconter. Oui, on parlait des retraites dans la maison. Et du coup, en discutant avec lui. Parce que lui aussi, il écrivait un livre de fantasy. Du coup, il m'a montré tout ça. C'était incroyable. Le hasard de destin, tu vois. Ouais. Et au fur et à mesure, on discutait et j'ai une nouvelle aussi idée qui est venue. C'est moi, je me suis dit, j'aimerais bien avoir une maison comme ça dans la campagne où la nature qui te permet vraiment de poser, d'avoir un cadre où tu fais que écrire. Et en fait, d'avoir un endroit dans une espèce d'un vieux corps de ferme ou j'en sais rien, où tu peux héberger des auteurs qui eux ont besoin aussi de ce calme, tu vois, pour s'isoler ou parce qu'ils ont de la famille ou etc. Et du coup, en me renseignant, j'ai vu là il y a pas longtemps, il y a 2 ou 3 jours, parce que je me suis dit mais c'est trop bien ça comme idée, mais est-ce que ça existe? Et qu'il existe des bourses avec des maisons d'auteurs où pendant 1 ou 2 mois, ils te filent 10 000 euros et pendant quelques mois, tu peux aller écrire dans un château ou des trucs comme ça. Putain, c'est incroyable. Ouais, voilà. Bon, enfin bref, je sais pas pourquoi je dis ça, ça m'y a fait penser. Je digresse. Si c'est. Mais non, franchement, c'est une putain de bonne idée. Et je pense que ça doit être super cool de pouvoir. J'ai jamais fait moi enfin si je l'ai fait tout seul, tu vois, la retraite d'écriture en mode un peu ermite. Mais le faire à plusieurs, ça doit être vraiment vraiment sympa aussi. Ça doit être bien motivant de se retrouver dans la même situation que plein de gens. Ah, ça va être trop bien. Ouais. Depuis combien de temps tu fais de la visualisation ? C'est pas longtemps, ça fait depuis 1 an et demi, je crois. Mais c'est super puissant. Moi, tu sais que j'ai pris très récemment conscience de la puissance de la visualisation en formation de coaching, parce qu'en fait, j'ai vu une démo en coaching, il y a un exercice de recadrage qui s'appelle la négociation des parties.
c'est quand ton coaché, il a en gros un espèce de dilemme entre deux parties de lui, tu vois. Souvent, ça peut être la partie qui lui dit genre non, en vrai, fais rien de nouveau parce que ça va te mettre en danger, et la partie de lui qui lui dit non mais vas-y, fais que des trucs nouveaux, ça va être génial, tu vois. Et donc elle lui fait un exercice de visualisation où elle l'invite à incarner la partie qui lui dit d'être folle et la partie qui lui dit d'être rationnelle. Et donc elle mène son exercice comme ça, et tu vois en direct live, genre vraiment c'était un truc de fou quoi. Ça m'a marqué énormément. Et là je me suis dit non, en vrai c'est trop, la visualisation c'est vraiment, tu vois, genre je le voyais un peu comme un truc ésotérique, en mode ouais c'est un truc de un peu de mec perché et tout, mais genre j'ai même pas les mots pour le décrire, tu vois. Je trouve que c'est trop puissant. Ouais, bah pareil, moi j'avais la même opinion que toi, je me suis dit, c'est un peu barré ce truc-là. Puis j'ai téléchargé une appli. En fait, pour être totalement honnête et transparente, en fait, c'est l'année dernière quand je me suis mangé la régule de l'URSSAF, où je me suis dit, mais je vais jamais pouvoir payer ça. J'étais en panique. Et je me suis dit, bon, il faut que j'arrête de faire n'importe quoi au niveau financier parce que moi, je suis pas une très bonne gestionnaire. J'adore faire des cadeaux, etc. Et bon, bah voilà. Et je me suis acheté un guide de l'éducation financière. Et en même temps, je me suis téléchargé une appli, en fait, qui guide pour, tu sais, la réussite financière. Et tous les soirs, j'écoutais mes trucs, machin, etc. Et pendant 6 mois, en fait, j'ai fait le programme. Et en fait, j'ai vu que j'ai commencé à mettre en place des trucs naturellement pour réussir à améliorer ma gestion des finances. Alors bien sûr, bah j'ai lu le guide, etc. Mais à force, du coup, tu captes en fait ton cerveau, tu le programmes pour capter les infos qui t'intéressent. Et donc, bah t'as différents programmes, t'as l'abondance, etc., l'amour, l'amitié et la réussite, ce genre de choses. Et en fait, tu reprogrammes ton cerveau pour qu'il capte les infos qui l'intéressent et il fait le travail en tâche de fond pour toi. Donc tu fais des trucs, des fois tu sais pas pourquoi, mais c'est dans cette intention-là, quoi. Ouais, voilà. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut réussir. Il faut en fait faire l'effort de. Mais c'est plus facile quand t'es guidé par quelqu'un, je trouve. Oui. Tu es quelqu'un qui te fait fermer les yeux et qui te dit ok là tu t'imagines machin, et alors quelle question tu te poses et qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu vois, machin. Je sais pas si ça, tu vois, s'il y a des gens il y a forcément des gens qui sont spécialisés là-dedans, mais voilà, tu vois, c'est ça aussi que j'ai remarqué, et du coup ça va être le sens de ma question. J'ai remarqué a posteriori qu'il y avait des choses que j'avais, tu vois, déjà visualisées dans ma tête, et typiquement j'ai des souvenirs assez nets de moi petit, tu vois, qui imagine qu'il écrit un livre, tu vois, ou en tout cas qu'il a écrit un livre, et je me demande à quel point ce truc-là a pu être marqué entre guillemets dans ton inconscient, et que finalement, tu vois, ça te conduit un petit peu à te retrouver sur ce chemin-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là, tu parles de ce que t'as vu quand t'étais petit. Ouais, tu vois, j'essaie de, tu vois, alors est-ce que je le reconstruis rétrospectivement? J'ai l'impression que ça m'a quelque part influencé, je sais pas. Ouais. Bon, je pense que si tu l'as reconstruit, mais que c'était le cas, tu serais pas là aujourd'hui. Regarde, t'es en train de coacher des gens pour écrire. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas un truc que peut-être tu t'es découvert ça récemment, hein, mais je sais pas, t'as quand même abandonné ton travail pour faire ça. Je pense que c'est quelque chose qui t'anime. Ouais, non, je sais pas. C'est vrai. Ah là là, vive la liberté, c'est trop bien. Ah, ouais. Et toi, est-ce que t'as déjà eu du mal à écrire? Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es senti bloqué? Alors pour écrire l'histoire, non, mais des doutes sur l'utilité d'écrire, oui. Ou t'as plus envie parce que tu dis ça sert à rien, là je suis en galère, bah j'ai pas de succès, c'est un gouffre financier, j'arrive pas à transmettre correctement les messages que je veux. Et régulièrement j'ai ces doutes-là. J'en parle d'ailleurs dans ma dernière newsletter, c'est un peu les montagnes russes. Mais il y a toujours ce petit quelque chose, cette petite flamme, même si des fois on a l'impression que c'est des braises, bah il suffit d'un truc, un lecteur qui dit qu'il est content, une dédicace ou juste un sourire et hop, ça s'embrase à nouveau. Donc ouais, ça m'est déjà arrivé d'être bloqué, pas la page blanche, mais d'être bloqué par rapport à est-ce que ça fait du sens, est-ce que c'est utile, voilà. Et parce que toute cette énergie que je mets, à la fin, je me dis bon, est-ce que ça servira à quelque chose? Je sais pas. T'aimerais que ça serve à quoi? Mais moi, j'aimerais bien que l'écriture, ça aide les gens. Tu vois, ou quelque part, soit une petite tape sur l'épaule en disant coucou, moi aussi je suis là, tu vois, à travers les mots,
ou de les faire voyager. Moi, je sais que quand j'étais petite, en fait, la lecture, c'était mon refuge. J'ai pas eu une enfance très très facile et du coup, souvent, moi, j'allais me réfugier dans les mondes de l'imaginaire. Et c'était ma bulle d'oxygène et je voyageais. Moi, quand je lisais des trucs avec les dragons, j'étais sur le dos du dragon. Hein. C'était pas Eragon, hein. C'était moi, hein, la place, hein, tu vois. Et du coup, je me suis dit, c'est ça que j'aimerais bien offrir aux gens, c'est cette évasion pour une partie de mes livres, un peu fantasy, mais aussi autre chose, c'est d'essayer de transmettre un petit peu de douceur et de joie à travers d'autres livres un petit peu feel good, fantastique, quoi. Parce que je pense que le monde il manque un peu de douceur et c'est ce que j'aimerais aussi partager, quoi. C'est beau. C'est beau. Et c'est ça, c'est quoi qui t'a donné envie d'écrire quand t'avais 6 ou 7 ans, là? Je sais pas, je crois que j'ai toujours eu envie d'écrire. Il y avait une bibliothèque, on avait une bibliothèque avec des vieux livres là en cuir. Il y en avait deux, trois, hein. Je me souviens, je pouvais passer des soirées, alors je savais pas encore lire, à les sniffer. J'adorais l'odeur des livres. Incroyable. J'avais 4 ans, je faisais semblant de le lire, mais je passais des heures, hein, à faire semblant de lire les livres quand j'avais 4 ans, mais je les tenais à l'envers et tout, hein, mais toute seule, hein, comme une gogolito, là, j'étais dans mon truc en train de lire. Et un jour, ils avaient acheté un Minitel, mes parents, et pareil, dès qu'il y a eu le Minitel, je faisais semblant d'écrire dessus. J'étais pas trop content parce que je me connectais, ça coûtait de l'argent, mais en fait, je pense que c'est naturel, quoi. Dès que j'ai eu 5-6 ans, je voulais écrire. C'est beau. Je suis. En fait, c'est un peu. Quand t'en parles, on sent qu'il y a une sorte de vocation. Du coup, je comprends l'image que tu utilisais tout à l'heure des braises qui s'éteignent jamais. En fait, elles ont toujours été là quelque part. Oui. Et ça nous fait un point commun parce que. Ah bah voilà. Alors, je fais la parenthèse sur le point commun, mais ce qui m'a fait rire, c'est que t'as parlé du Minitel, et moi aussi, j'ai le souvenir de petit écrire n'importe quoi sur le Minitel. Donc, je suis en train de me dire que peut-être le point commun de tous les écrivains, c'est un grand-père ou un parent qui avait un Minitel. Voilà. et moi, ça, c'est une bonne question. Tu vois, comme toi, j'arrive pas trop à me rappeler. Je pense que l'écriture est plus est une sorte de vecteur pour moi de la manière de réaliser l'imagination. Quand j'étais petit, je l'ai beaucoup passé par, tu vois, je jouais énormément avec mes figurines, mes Lego, mes Playmobil, et j'imaginais énormément d'histoires, tu vois. Et je pouvais passer des heures à jouer avec 2 Playmobil et il se passait des trucs de dingue. Et ce qui est marrant, et tu vois, tu disais tout à l'heure, ce qui est marrant, c'est que je sens qu'il y a des histoires que j'écris qui sont encore influencées par ces idées que j'avais, tu vois, à l'époque. Et après, assez naturellement, je pense que quand tu te mets un crayon dans les mains, tu te mets à écrire, en fait, ce que t'as en tête. Avant, tu l'imaginais, après, tu l'écris, tu le dessines. Tu vois, je me rappelle avoir fait putain, ça j'aimerais bien le retrouver, mais des BD, tu vois, de moi et mon meilleur ami qui partaient en exploration, tu vois. Parce que moi, quand j'étais petit, à un moment, je dis à ma mère, maman, je suis désolé, mais quand je serai plus grand, tu me verras pas beaucoup parce que je serai explorateur, tu vois. Explorateur de quoi, je sais pas. Mais voilà. Et je pense qu'en fait après, moi, alors une chance, une malchance, je sais pas, mais les études ont complètement ratatiné cette créativité. J'ai fait des études scientifiques, prépa, école d'ingé, et en fait à la fin de l'école d'ingé j'ai l'impression de pas être créatif, tu vois, et quelque part après bon, j'ai eu la chance que ça renaisse, et donc un peu comme toi en fait je saurais pas vraiment trop dire. Je pense que c'est un peu un truc instinctif chez moi aussi, tu vois, mais d'ailleurs je le sens, tu vois, dans la manière que j'ai d'explorer ma créativité. J'aime bien tout utiliser, tu vois, c'est pour ça que j'ai été passionné par l'utilisation de l'IA. Alors les gens aiment ou pas, tu vois, chacun voit midi à sa porte, mais tu vois, je dessine sur tablette, je joue avec Photoshop, je joue avec la vidéo. Je sais qu'un jour j'essaierai aussi la musique, tu vois. Et j'ai trop envie, en fait. Je trouve qu'il y a une énergie dans toute cette créativité qui est dingue et qu'il faut aller chercher quel que soit le moyen, quoi. Je le vois comme ça. Ouais, un truc un peu instinctif. Tu la vois comment, genre ta journée idéale de... Ah, alors, ma journée idéale. Je me lève, je vais courir. Moi, je fais le sport avant l'écriture.
Ok. Ah non, remarque, c'est pas une bonne idée parce que si je vais courir 20 bornes, je vais éclater. Non, je me lève, gratitude, yoga, tout ça, Ouais. écriture avec le lever du soleil et les oiseaux qui chantent. Après, course à pied. Et après, l'après-midi, moi j'aime bien être dans la nature, donc je pense que je ferai de la randonnée. Ah, L'écriture le trop cool. matin, randonnée l'après-midi. Voilà. Ou plonger, Trop si je cool. ferais de la mer. Moi, je trouve ça vendeur, hein, j'achète. Ah ouais, c'est bien comme vie, ça. C'est vrai on l'a pas dit, mais un truc impressionnant aussi, c'est que t'as couru ton premier marathon, non, récemment aussi. Ouais, mais ça, bon, faut pas faire ça comme ça, parce que c'était l'année dernière, en fait, à Noël, avec mes frères. J'ai 4 frères et une sœur, et en fait, pour moi, la famille, c'est super important, et je les aime vraiment, c'est mon trésor, quoi. Ma famille, c'est ce qu'il y a de plus précieux sur Terre, le monde peut s'effondrer tant que j'ai mes frères et sœurs, c'est pas grave. Et en fait, Mm. on avait un peu bu avec mes frères et on se dit ouais, viens l'année prochaine, on va courir un semi-marathon. Donc on s'est inscrit à un semi-marathon après avoir bu, donc on n'avait pas trop réalisé. Et puis moi je dis bon bah allez, moi je voulais courir au moins un marathon dans ma vie et je me suis dit inscrite au marathon. Sauf que mes frères ils m'ont pas suivi. Ils ont fait le semi-marathon avec moi et je leur ai dit bon bah les gars, on a fait le semi-marathon, vous allez venir avec moi au marathon. Ils ont fait ah, non 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 non. Du coup, j'étais courir mon marathon, mais j'étais pas trop entraînée. Je suis arrivée un peu comme une touriste. J'ai eu des crampes au bout de 20 kilomètres. Je me suis dit, ah, il reste le double, ça va être sympa. Mais je l'ai fait, je suis contente. Mais c'était chouette comme expérience, ouais. Mais faut pas le faire comme j'ai fait. Faut s'entraîner, faut le faire en conscience, faut pas s'inscrire sur un coup de tête comme ça. C'est quand même un sacré effort. Ok, je note parce que j'avais très envie de m'inscrire sur un coup de tête, justement. Ah, t'es pas là? Est-ce que moi je vois un peu un parallèle entre la discipline qu'il faut pour écrire un livre et pour faire du sport. Ça marche très bien avec le marathon. Est-ce que je suis fou de faire ce parallèle? Non, en vrai, exactement, parce que moi je pense que l'écriture, c'est pas juste un élan créatif. Derrière, faut une discipline, parce que aller jusqu'au bout d'un livre, c'est quand même un sacré projet. Hein. C'est entre 300 et 400 pages. Si t'as pas un minimum de discipline, c'est comme le sport. Si tu t'entraînes pas un minimum, t'arriveras pas jusqu'au bout. Mm. Moi, j'ai fait de l'athlétisme à haut niveau pendant longtemps. Et par exemple, je passais des séances entières à juste travailler mon départ dans les starting blocks. Ben, c'est pareil quand t'écris. Si tu t'entraînes pas régulièrement à améliorer ta technique, donc à écrire beaucoup de façon disciplinée, bah tu t'améliores pas et tu vas toujours faire un petit peu la même chose sans vraiment avoir une ligne directrice qui te permet de progresser, quoi. Ouais, je pense que je pense que le parallèle, il est super pertinent justement. Ouais, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Tu faisais quoi comme course à l'athlétisme? Je faisais du 100 mètres plat, du 100 mètres haie et du saut en longueur. Voilà. C'est un stylé. Hyper impressionnant. Et effectivement, le 100 mètres, du coup, ça joue beaucoup au démarrage, j'imagine. Ouais. D'où l'entraînement fini. Non, mais je digressais, mais je disais qu'il y avait des techniques de déstabilisation où, justement, comme tout se joue à quelques secondes près via le départ, parce que bah la course, tu cours. En fait, quand tu fais des compètes, t'as le droit à 2 départs, 2 faux départs. Le deuxième faux départ, la personne qui fait le faux départ est éliminée, même si c'est pas elle qui a fait le premier faux départ. Et t'as des gens qui font exprès de bouger dans les starting blocks au premier départ pour qu'il y ait un coup de feu. Comme ça, tout le monde est déstabilisé, et c'est-à-dire que lors du deuxième coup de feu, généralement, t'en as un qui stresse, qui bouge et qui est éliminé. Donc c'est là où tu te dis, t'as certaines fois où c'est super important de bosser sur un truc précis, parce que c'est le truc critique qui va te permettre d'avoir le succès. Et là, c'est un peu pareil. Moi, tu vois, sur Amazon, je me suis foirée dans tous mes lancements. Tous mes lancements de livres, je me suis foirée parce que je voulais aller trop vite. Où je m'aperçois qu'en fait, le truc crucial, c'est le lancement. En fait, tu peux avoir le meilleur livre du monde, si t'arrives pas à ton lancement sur Amazon KDP, ton livre, il restera dans les pages 200 d'Amazon. Et c'est toujours pareil, en fait. C'est que pour moi, écrire, c'est pas seulement écrire, c'est aussi se former constamment tout le temps pour améliorer ces points-là qui sont ultra cruciaux. Il y a pas que ça, hein. Il y a aussi la couverture, ce genre de choses, hein. Mais ouais. Pardon, du coup, je t'ai Moi, coupé. non, mais je rebondis directement sur ce que tu dis. Moi, je suis un grand fan aussi de formation et d'accompagnement. Je le fais pour tout et n'importe quoi. En fait, après, je pense que c'est un peu naturel, tu vois. Moi, si j'en propose, c'est aussi parce que je connais à quel point c'est puissant, tu vois.
En fait, tu vois, à un moment, je me disais, franchement, je suis devenu ingénieur, j'ai fait une formation pour, tu vois, j'ai obtenu un diplôme, et pourquoi pour le reste, je le ferai pas, tu vois. Mhm. Quelque part, parfois, il faut se donner les moyens de son ambition aussi. Moi, je sais que tu vois, par exemple, j'ai suivi un accompagnement justement pour réussir à construire un accompagnement digne d'intérêt, tu vois, et de qualité avec une livraison vraiment à la hauteur. Et en fait, il y a un moment, j'avais un peu l'ego qui jouait en mode non, mais j'ai pas besoin de quelqu'un pour faire ça, franchement, machin, machin. Et à un moment, je me suis dit non, mais en fait, t'es trop con, genre, il serait jamais venu à l'idée de faire un nouveau métier sans en avoir un peu les règles ou les manières de faire. Et là, aujourd'hui, Dieu merci que je me sois fait accompagner pour ça, parce que sinon, je pense que j'aurais perdu, mais des mois, quoi, des mois. Je me serais un peu donc j'aurais pas été aussi serein quand je t'en parlais, tu vois, par message, parce Ouais. que j'aurais galéré de fou, en vrai. Ah, on a toujours besoin des autres, hein. Et même si la personne n'est Mm. pas ultra experte, d'avoir un point de vue extérieur qui te remet un petit peu en question, qui te challenge, c'est toujours intéressant parce que souvent tu te mets des œillères. Enfin, moi, je sais que quand tu laisses ton ego travailler, ben ouais, tu te mets des œillères et t'oublies, et d'avoir quelqu'un qui te remet un petit peu en perspective. Franchement, Ouais, exactement. c'est super important, ça.